Bonsoir à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir au cours du 31e Congrès national de pédiatrie en sa version virtuelle pour vous parler ce soir des formes respiratoires de l'asthme et de la Covid-19. Je remercie également les organisateurs et la Société tunisienne de pédiatrie. Donc, au fur et à mesure que l'épidémie de la Covid-19 se répandait à travers plusieurs régions du globe, il a été constaté que la prévalence, que les enfants ne constituaient en fait qu'une faible proportion des patients infectés, aux environs de 2%, comme l'a dit Dr Douaji. Donc, souvent, ils ne développaient qu'une forme atténuée de pneumopathie virale, avec une fièvre modérée, une toux sèche, une fatigue, des myalgies, des céphalées qui ne nécessitaient dans les cas les plus sévères qu'une simple oxygénothérapie, en moyenne que quelques jours d'hospitalisation. La problématique au fait, qui ressort de la relation asthme et Covid-19 se résume en 5 principales questions, comme vous l'avez dit, Dr Boussoffer. La première question, la Covid-19 induit-elle des symptômes respiratoires chez l'enfant? Secondo, la Covid-19 constitue-t-elle un facteur d'exacerbation d'asthme? Est-ce que l'asthme pédiatrique représente un facteur de risque pour la Covid-19 chez l'enfant? Est-ce que le contrôle ou la sévérité de l'asthme modifie l'évolution de la maladie? Et enfin, les thérapeutiques de l'asthme sont-elles délétères ou plutôt bénéfiques? Et on va essayer de répondre au fur et à mesure à ces questions. On va commencer par la prévalence chez l'enfant. Et comme ça a été dit, la prévalence est faible chez l'enfant. Cela a été illustré par plusieurs études internationales, dont l'étude anglaise qui a colligé 16 749 patients atteints de Covid-19, dont 239, soit 2% de moins de 18 ans, 139 avaient moins de 5 ans. Les études chinoises et italiennes ont confirmé cette faible prévalence chez l'enfant. Aux USA, les études américaines, parmi 149 000 cas pédiatriques de Covid-19, donc 1,7% étaient des enfants et seulement 5,7% étaient hospitalisés. Quant à la prévalence de la comorbidité asthme et Covid-19, on l'a étudiée à travers 8 études, soit un total de plus de 17 000 patients, en des régions géographiques multiples. Toutes ces études ont constaté que les taux de comorbidité de la Covid-19 avec l'asthme étaient significativement inférieurs à la prévalence déclarée et attendue de l'asthme dans leurs régions respectives à la même période. Et cette étude récente de l'hôpital pédiatrique du Bronx à New York a confirmé et a abouti aux mêmes conclusions, retrouvant un asthme chez 24,4% des enfants hospitalisés, ce qui est conforme à la prévalence dans cette population, sans pour autant avoir recours au service de réanimation. Donc ces enfants asthmatiques n'ont pas été hospitalisés en réanimation, mais bien au contraire dans des services de pédiatrie. Pour comprendre le tableau clinique et les formes respiratoires de l'enfant, on va expliquer un peu de physiopathologie, pourquoi l'enfant fait un syndrome interstitiel, pourquoi l'enfant fait un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et je vais commencer par les réponses immunes vis-à-vis du SARS-CoV-2. Au fait, cette réponse immune, elle dépend du statut immunitaire de l'enfant, de la charge virale, l'enfant en contact avec des sujets de son entourage, de sa famille proche, et du profil HLA. Est-ce que les molécules du complexe HLA elles sont capables de présenter l'antigène au lymphocyte T? La réponse immune va se manifester par une inhibition précoce de la sécrétion d'interférons gamma, puis une inhibition des cellules de l'immunité innée, avec un effet cytopathique du virus lui-même, et enfin par une inhibition de l'immunité adaptative. Donc tous ces facteurs vont contribuer à la surproduction de facteurs tissulaires, une altération de la coagulation, avec une hyperactivité des macrophages et des monocytes, avec donc une multiplication des monocytes et des macrophages au niveau tissulaire avec des lésions tissulaires, à savoir une pneumopathie interstitielle allant jusqu'au syndrome de détresse respiratoire aiguë, une surproduction de chémokines et de cytokines allant jusqu'à l'orage cytokinique et le syndrome d'activation macrophagique, une hyperinflammation bronchique et tissulaire avec une multiplication des cellules macrophagiques et phagocytaires, donc d'où la pneumopathie interstitielle, le syndrome d'activation macrophagique primaire et secondaire et la CIVD, ce qui va conduire à la défaillance multiviscérale. De manière surprenante, on remarque que l'asthme il a un rôle protecteur. Et quelques hypothèses ont été avancées. La plus convaincante est que le SARS-CoV-2 utilise le récepteur de l'angiotensine 2 pour pénétrer dans la cellule épithéliale respiratoire, contrairement aux autres coronavirus classiques et aux principaux virus respiratoires qui utilisent d'autres voies.
Or, les études histologiques ont montré une plus faible expression du récepteur de l'angiotensine 2 au niveau des cellules épithéliales chez l'asthmatique au profil TH2, donc pro-atopique, proportionnellement au taux de cytokine pro-atopique, en particulier chez l'enfant. Et c'est ce qui explique la faible prévalence de l'asthme chez les patients Covid-19. Les tableaux cliniques et les formes cliniques, donc le cas confirmé fait l'unanimité, les cas suspects généralement sont respiratoires. C'est tout enfant qui présente une symptomatologie respiratoire inexpliquée par une autre pathologie, une fièvre et une toux avec gêne respiratoire, ou bien tout enfant qui présente une détresse respiratoire aiguë inexpliquée par une autre pathologie. Or, la frontière entre l'asthme, la bronchiolite est très floue avec les symptômes de la Covid-19, car tous les deux présentent les enfants peuvent présenter une toux, une dyspnée avec une désaturation. Donc, le tableau clinique il peut varier d'une forme asymptomatique aux formes critiques. Forme critique donc, expliquée par un syndrome de détresse respiratoire aiguë, passant par la pneumonie modérée avec des signes respiratoires tels que la toux, la pneumonie sévère qui est définie par une augmentation de la fréquence respiratoire, par une désaturation en oxygène moins de 92%, par des signes de lutte avec une apnée intermittente, des anomalies neurologiques, un refus de l'alimentation associé aux signes respiratoires. Donc, à travers cette étude américaine colligée dans un service de pédiatrie à New York de 3e niveau, donc on remarque que la prédominance des enfants était, les enfants étaient d'une façon prédominante des versants, que l'âge était, donc les enfants plus âgés, comme l'a dit Dr Douaraji, présentaient des formes sévères, avec une différence qui était statistiquement significative. Les nourrissants, qui représentaient 34% de la population, étaient épargnés des formes sévères, avec une différence qui était statistiquement significative. Tous les enfants ont présenté des signes cliniques à type de fièvre dans 84% des cas, des signes respiratoires dans 64%. Seulement 3 patients ont présenté des signes digestifs. Donc, la comorbidité principale pour ces enfants qui ont été hospitalisés dans cet hôpital était essentiellement l'obésité, avec une différence significative entre les formes sévères et les formes non sévères. Une autre étude menée sur 3 centres au nord-américain, à savoir à New York, au New Jersey et Connecticut, colligeant 281 enfants hospitalisés dont l'âge médian était de 10 ans, la fièvre était présente dans 87% des cas, une toux était présente dans 81% des cas, une dyspnée a été retrouvée dans 64% des cas, 15% des enfants ont présenté un sifflement, 11,2% étaient hypoxiques à l'admission. Des images alvéolaires de pneumopathie à la radiographie thorax ont été retrouvées dans 49% des cas et la remarque faite par cette étude que les symptômes respiratoires étaient présents essentiellement les 3 premières semaines de l'étude. Au-delà de ce délai, une autre entité est apparue, à savoir des signes cliniques à type de rage cutanée, d'atteinte myocardique, qui est le MISC, dont parlera mon ami Dr Boji tout à l'heure. Cette étude multicentrique américaine a conclu que la moitié des patients avec forme respiratoire avaient plus de 13 ans. Les facteurs de risque de l'atteinte respiratoire étaient essentiellement l'obésité, la pathologie respiratoire chronique, la pathologie neurologique sous-jacente. Les formes sévères ou les facteurs prédictifs de sévérité étaient essentiellement l'hyperleucocytose à l'admission, l'hypoxie à l'admission, les opacités alvéolaires bilatérales, l'âge plus jeune et l'obésité qui paraît un facteur de sévérité dans plusieurs études. La radiographie thorax est le premier examen à pratiquer devant des signes respiratoires chez l'enfant. Elle a montré dans cette étude chinoise, pratiquée chez 72% des enfants, des images en verre dépoli bilatéral dans 69% des cas, un épanchement pleural dans 25% des cas, des images de condensation alvéolaire dans 22% des cas et un pneumothorax dans 2 cas. 5 patients avaient une atteinte radiologique infraclinique. La tomodensitométrie, elle est beaucoup plus sensible, certes, pour visualiser le syndrome interstitiel, mais elle est indiquée dans les fortes suspicions avec une PCR négative, chez l'enfant immunodéprimé ou dans les formes d'aggravation secondaire ou dans le suivi de malades en réanimation. Et voici quelques images qui appartiennent à des enfants hospitalisés dans l'unité Covid de l'hôpital d'enfants. La première radiographie thorax, c'est celle d'un enfant âgé de 9 ans qui a été hospitalisé, qui est suivi pour asthme à ma consultation. Il a été hospitalisé pour exacerbation d'asthme. En pratiquant la radiographie thorax, on a remarqué des images alvéolaires bilatérales, surtout basale gauche,
Et ce qui a motivé la réalisation de la PCR, c'est essentiellement les images alvéolaires à la radiographie thorax. La deuxième radiographie thorax, elle appartient à une fille âgée de 6 ans qui a été hospitalisée dans un tableau de détresse respiratoire aiguë avec hypoxie à 84% à l'air ambiant. Elle avait des sibilants à l'auscultation pulmonaire. À la radiographie thorax, on avait une distension thoracique avec une atelectasie basale gauche et des images alvéolaires bilatérales. Le scanner thoracique a confirmé l'atteinte avec des signes de troubles de la ventilation bilatéraux et basaux, et ainsi que des images de verre dépoli à gauche. Ces deux enfants vont très bien. Ils sont sortis de l'unité Covid. Ils ont reçu un traitement symptomatique et le traitement de l'exacerbation de l'asthme. La TDM thoracique montre quelques signes distinctifs chez les enfants, et ceci a été rapporté dans cette étude chinoise. Devant des légers symptômes cliniques, il y avait moins de TDM positifs, donc la répercussion radiologique était moins significative. Cependant, la distribution péribronchique, il y avait un épaississement de la paroi bronchique qui était plus fréquemment observé chez les enfants pédiatriques, comme le montre cette coupe scanographique. Il y avait des épaississements bronchiques qui étaient typiques pour les enfants. Plusieurs sociétés savantes s'accordent pour dire, telles que la Thoracic Society of Radiology et l'American College of Radiology, n'appuient pas l'utilisation du scanner donc d'une manière routinière chez l'enfant. La conduite thérapeutique devant des formes respiratoires, c'est essentiellement l'oxygénothérapie. L'objectif, c'est d'atteindre une saturation cible de 94%, plusieurs moyens. Le mode selon la gravité, on peut aller des lunettes nasales simples au masque à haute concentration jusqu'aux lunettes haut débit en prenant des précautions. Pour les enfants asthmatiques suspects ou confirmés Covid+, il faut préconiser un traitement inhalé par spray et chambre aux nébulisations. À défaut, donner l'ébullition avec un débit de 6 litres par minute tout en assurant une aération de la chambre. Donc, l'ensemble des traitements, d'une manière pratique, l'ensemble des traitements nécessaires au bon contrôle de l'asthme doivent être maintenus, y compris les corticoïdes inhalés. Et ces corticoïdes inhalés il a été démontré que ces corticoïdes inhalés contribuaient à l'expression plus faible du gène de l'ACE et du GMPRCS2, et même les corticoïdes par voie générale, quand ils sont nécessaires, du fait d'une exacerbation, il faut qu'ils soient utilisés. Les poudres et les aérosols doseurs doivent être préférés aux nébulisations, susceptibles de favoriser la diffusion virale en cas d'infection pour le SARS-CoV-2 pour les autres malades et pour le personnel soignant. La spirométrie doit être suspendue selon les recommandations GINA. Le contrôle de l'asthme prévient-il le risque ? Au fait, d'une manière pragmatique, il faut obtenir un bon contrôle de l'asthme pendant la période de la pandémie, afin d'éviter ou limiter le risque d'exacerbation de la maladie. Le traitement de fond doit être adapté selon les recommandations en vigueur, et il doit être basé sur les corticoïdes inhalés qui ne doivent pas être interrompus, et les traitements de courte durée par corticothérapie orale en cours d'exacerbation. Cette étude illustre cette étude américaine menée dans un hôpital à New York aussi, de 3e niveau, montre que le recours aux urgences pour les enfants asthmatiques durant la période de janvier à avril a diminué, surtout en avril, de moins 84,8%. La consultation et le recours aux urgences pour les enfants asthmatiques. L'évolution des patients, on va l'aborder à travers des études. La première étude, c'est l'étude chinoise, qui a été colligée entre le 16 janvier et le 8 février 2020, incluant 2143 patients, dont 731 cas confirmés par PCR. Plus de 90% des malades étaient asymptomatiques. Une symptomatologie mineure était constatée dans 51% des cas, à type d'infection des voies aériennes supérieures, rhinopharyngite ou non fébrile. De sévérité moyenne dans 39% des cas, à type d'infection des voies aériennes inférieures, fièvre élevée, toux sèche ou productive, sans lésions radiologiques marquées de pneumonie. Un seul enfant dans cette étude est décédé. L'étude américaine, colligée dans les 3 États, New York, New Jersey et Connecticut, parmi les 149 000 cas confirmés de Covid-19, entre le 12 février et le 2 avril, 2572 cas d'enfants âgés de moins de 18 ans, soit dont 72% avaient des signes atypes de fièvre, de toux et de polypnée, et seulement 5,7% d'entre eux étaient hospitalisés contre 20% des adultes. Donc, cette étude nord-américaine s'intéresse à l'évolution de la Covid-19 et dans sa forme respiratoire chez l'enfant, mais il y avait un biais, puisque ces 48 enfants ont été hospitalisés dans des unités de réanimation pédiatrique participant à un réseau
coopératif nord-américain. 40 enfants présentaient des comorbidités significatives. 37% avaient une insuffisance respiratoire. 38% nécessitaient une ventilation mécanique. 23% avaient une défaillance multiviscérale. Un seul enfant nécessitait une assistance respiratoire extracorporelle. Au 3 avril, 2 enfants étaient décédés malgré un tableau clinique qui était grave. 15 étaient toujours hospitalisés, dont 3 ventilés et 1 sous ECMO. La durée médiane de séjour en réanimation était de 5 jours et la durée médiane d'hospitalisation était de 7 jours. L'asthme est-il lié à un risque accru de Covid-19 ou de formes sévères? Donc, à travers de cette étude colligeant 2572 enfants américains, 345 enfants, donc 345 enfants, 80 avaient des antécédents pathologiques, dont 40 étaient asthmatiques, aucun décès. 46 enfants dans une autre étude, 11 sur 46 étaient asthmatiques, pas de différence significative d'admission en réa ni en pédiatrie, entre la réanimation et la pédiatrie, pour les enfants asthmatiques. Donc, l'asthme, pour répondre à la question, l'asthme est-il lié à un risque accru de Covid-19 ou de formes sévères? Pour les Chinois, non. Les facteurs de risque étant la présence d'une cardiopathie congénitale, de malformations pulmonaires, d'une hémoglobinopathie, d'une malnutrition sévère, d'un déficit immunitaire. Pour les Américains, oui, si l'asthme était sévère ou non contrôlé. Est-ce que le virus est un trigger des exacerbations d'asthme? Le SARS-CoV-2 induit certes des exacerbations d'asthme comme tout autre virus, en dehors du risque direct délétère cytopathique du virus en lui-même chez les enfants asthmatiques. Les pandémies antérieures provoquées par d'autres coronavirus, comme le MERS, comme le SARS-CoV, n'étaient pas associées à des exacerbations d'asthme. En revanche, les infections saisonnières, et on le voit dans notre pratique quotidienne, à coronavirus peuvent provoquer de telles exacerbations. Donc, les exacerbations d'asthme et la Covid-19 ont une similarité clinique, puisque tous les deux présentent des signes respiratoires. La toux sèche, la dyspnée sont des symptômes qui sont similaires. En présence de fièvre, on penserait plutôt à la Covid-19. En présence de sifflement, on penserait plutôt à l'asthme. Pour différencier, il faut rechercher le comptage, il faut s'aider d'examens paracliniques, il faut suivre l'enfant et son évolution clinique. Donc, en conclusion, il ressort une moindre sévérité de l'infection Covid-19 chez l'enfant dans sa forme respiratoire. Les formes respiratoires peuvent mimer une exacerbation d'asthme. Les exacerbations des enfants asthmatiques est moindre et ceci est multifactoriel. Il peut être expliqué par la surprotection de ces enfants qui ont une maladie chronique, par l'utilisation des gestes barrières plus fréquemment chez les enfants. La prévalence de l'asthme parmi les Covid-19 et sur la même période de l'année donc, est plus faible. Les formes respiratoires sévères chez l'enfant sont moins fréquentes que le MISC. Les formes respiratoires sévères chez l'enfant se voient et sont l'apanage surtout de l'adolescent et en cas de diabète ou d'obésité associée. Et la relation Covid-19 et asthme nécessite d'autres études multicentriques et des études internationales, telles que, donc, à l'instar du think tank Pearl pédiatrique Asthma in Real Life. Je vous remercie pour votre attention.